Le but de cette vidéo est de vous présenter des résultats théoriques sur l'échantillonnage. Je vous rappelle simplement que vous avez d'autres vidéos où on vous explique le principe d'échantillonnage. Donc, on avait regardé ce qui se passait quand on tirait au hasard des superficies, donc des appartements, on s'intéressait aux surfaces des appartements à Paris. Donc là, il y avait à peu près 60 000 valeurs et on a constaté que même si la population n'était pas une loi normale, on avait la loi normale. On a vu aussi par ailleurs, en prenant les tailles des adultes en France, la population était gaussienne, et dans ce cas-là, dès n égale 1, dès que vous prenez un échantillon de taille 1, donc évidemment ça marche avec 2, 3, 4, c'est gaussien. Donc quand la population n'est pas gaussienne, ça marche quand n est grand. Par contre, quand elle est gaussienne, ça marche quelle que soit la taille de l'échantillon. Ce qu'on va regarder là, c'est les résultats théoriques associés à ce qu'il y avait dans les expériences, dans les cas qu'on avait étudiés précédemment. Donc la présentation sera exclusivement, évidemment, théorique, et je vous renverrai à d'autres vidéos pour des applications par la suite. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on va considérer n variables aléatoires, et chacune des variables aléatoires xi va modéliser, je vais prendre par exemple la taille d'une personne interrogée au hasard. Comme tous les individus proviennent de la même population, ils vont avoir en espérance la même valeur qui est mu, qui est la moyenne de la population. Si c'est par exemple les tailles des hommes en France, mu, ça sera 1,75 m. Donc, n'importe quelle personne que vous allez interroger, en espérance, la taille qu'elle va avoir, c'est 1,75 m. Comme tout le monde n'a pas la même taille, il y a de la variance, et la variance est de 37,5 pour les hommes en France. Ce que je veux faire ici, c'est calculer la moyenne sur un échantillon de taille n. En fait, ceci est abstrait, puisque déjà chaque variable aléatoire est abstrait, c'est censé représenter, censé modéliser la réponse d'une personne pour la taille. Je vous renvoie aussi à la Bernoulli, donc il y a des révisions sur la Bernoulli qui permet de modéliser justement la réponse d'une personne qu'on interroge quand vous avez un choix binaire. Oui, non, content, pas content, et ainsi de suite. Là, c'est pas binaire, puisque la taille, vous avez théoriquement une infinité de valeurs possibles. Ça serait d'ailleurs le même cas pour des rendements, ça serait le même cas pour les superficies des appartements, et ainsi de suite. Donc chaque xi est une variable aléatoire, et on en fait la moyenne. Et ce qu'on note xn bar, ou quelquefois mu n chapeau, puisque mu, ici, c'est le paramètre qu'on cherche à étudier. Le chapeau, c'est pour l'estimation, et le petit n pour la taille de l'échantillon. Donc xn bar ou mu n chapeau, ça sera la moyenne de ces xi. Et on cherche à étudier la loi de cette variable aléatoire, xn bar, éventuellement dans différents cas. Donc avant d'étudier la loi, le premier réflexe, c'est d'étudier ce qu'on a en espérance et en variance. L'espérance nous permettra de voir ce qu'on a en moyenne, c'est-à-dire si on avait une infinité d'observations de notre variable aléatoire, quel serait ce qu'on aurait comme valeur. Et puis la variance nous donnerait une idée de la dispersion. Et on pourrait aussi regarder ce qui se passe en fonction de la taille de l'échantillon sur cette variance. Attention, vous avez la variance de xi, qui est la variance de la population. Donc 37,5 pour les tailles des hommes en France, qui vous fait un écart type d'à peu près 6 cm, un peu plus de 6 cm. Et vous avez la variance de la variable aléatoire. Donc là, je vous renvoie à d'autres vidéos sur d'autres chapitres, plutôt de deuxième année. Vous avez le monde aléatoire avec tout ce qui est espérance et variance. Donc l'espérance de xn bar, il se trouve que l'espérance, c'est un opérateur qui est linéaire, mais on peut le voir, la moyenne, comme une somme. Donc en fait, la 1 sur n somme des xi, c'est aussi x1 divisé par n, x2 divisé par n, jusqu'à xn divisé par n. Ça, je peux l'écrire en somme. Je peux sortir le 1 sur n puisqu'il ne dépend pas de i. Et comme l'espérance est linéaire, une fois que j'ai sorti le 1 sur n de la somme et que j'ai distribué l'espérance dans ma somme, je vous le fais apparaître sous cette forme, ça me fait en fait la moyenne de l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 jusqu'à xn. Comme toutes les variables modélisent le même phénomène. On a la même valeur espérée, qui est mu, la moyenne de la population, et donc on a n fois mu divisé par n, on a mu. C'est-à-dire que quel que soit n, le résultat montre que ça ne dépend pas de la taille de l'échantillon, en moyenne, c'est-à-dire que si on prenait une infinité d'échantillons de taille n, la valeur moyenne des moyennes serait mu, la vraie moyenne de la population. En termes de variance, vous avez deux petites modifications.
Donc, deux notions un petit peu plus complexes d'un point de vue théorique. C'est que la variance n'est pas linéaire. Donc, si je sors ici le 1 sur n, il va apparaître en 1 sur n carré, c'est quadratique. Variance AX, c'est A carré variance X. Et de plus, la variance d'une somme, c'est pas la somme des variances. Donc, la variance de X plus Y, c'est variance X plus variance Y, plus covariance XY, plus covariance YX. La covariance étant symétrique, on dit aussi que c'est variance de X plus variance de Y, plus 2 fois la covariance XY. Donc là, ce que j'ai représenté, c'est toutes les covariances, parce que j'ai pas simplement deux variables aléatoires, mais j'en ai n. Donc je vais avoir la covariance entre x1, x2, entre x1, x3, entre x1, xi, entre x1, xn, et ainsi de suite. Et cette notation permet d'avoir évidemment le x1, x2, et après le x2, x1. Donc on aura bien deux fois la covariance pour ceux qui ont vu les formules sous cette forme-là. Il se trouve que, comme nos variables aléatoires sont indépendantes, les n fois n-1 covariances, qui sont ici, s'annulent. Donc c'est une implication. C'est pas parce que les covariances sont nulles qu'il y a indépendance, mais comme il y a indépendance, les covariances sont nulles. La covariance, ça serait une indépendance linéaire. C'est pas parce que vous n'avez pas de relation linéaire entre les variables qu'elles sont indépendantes. Donc là, je vous renvoie à toute l'analyse bivariée sur la dépendance, la corrélation et la corrélation linéaire. Donc, il y a trois concepts. Alors, toutes les covariances vont s'annuler, c'est le 0 qu'il y a ici. Et il se trouve que les variables aléatoires sont identiquement distribuées, ce qui veut dire qu'elles vont avoir toutes la même variance. Donc, elles avaient toute la même espérance ici qui était mu, et là, elles ont la même variance qui est sigma 2. Sigma 2, c'est la dispersion qu'on a dans la population. Donc, on va avoir sigma 2 pour chacune des n variables aléatoires, variance, donc on a n sigma 2, et le 1 sur n sort en n sur n carré, ce qui fait, et vous donne le résultat fondamental sur la variance, c'est que la variance de votre variable aléatoire va diminuer avec n, c'est la variance de la population divisée par la taille de l'échantillon. Donc pour synthétiser, vous avez qu'en espérance, vous avez la vraie moyenne, quelle que soit n, ça marche dès que n égale 1, et la variance, c'est sigma 2 sur n. Alors une petite remarque sur des notations qui permettent d'utiliser des formules que vous connaissez déjà, que vous avez vu dans d'autres vidéos, sur le cas gaussien, quand n égale 1, en tout cas, donc si on prend des individus au hasard, on s'intéresse à une seule valeur, je pourrais noter sigma 2 xn bar, la variance de xn bar. Donc je vous mets en indice la variable aléatoire. Au préalable, on ne le mettez pas, puisqu'évidemment, quand vous en avez qu'une et qu'il n'y a pas de confusion, on peut se passer de ce type de notation. Et là, la variance de xn bar, c'est sigma 2 sur n. Il se trouve que sigma 2, ça s'appelle aussi une variance. Donc ça, c'est la variance de la population, tandis qu'ici, vous avez la variance de votre variable aléatoire. Je vous renvoie à nouveau sur d'autres vidéos pour vérifier et clarifier ces concepts. Si vous passez à l'écart type, donc ça sera sigma xn bar, c'est la racine carrée de la variance, et donc le sigma 2 devient l'écart type de la population en racine, et racine de n, qui est le résultat d'échantillonnage très connu. Alors le titre ici, c'était dans le cas gaussien, c'est-à-dire si la population est normale. Donc ça ne concernerait pas évidemment les appartements à Paris, ça ne concerne pas le prix des appartements, ça ne concerne pas les rendements, ça ne concerne pas différentes variables. Par contre, ça concerne les tailles, ça concerne les taux de rendement, souvent gaussiens, et ainsi de suite. Donc tous les phénomènes gaussiens, donc là je vous renvoie aux analyses de ce que c'est que la loi normale et aussi de ce que les phénomènes qui ne sont pas gaussiens. Vous connaissez par exemple la binomiale, hein. Donc là c'est pas gaussien, la Poisson ou autre, pour les files d'attente, et donc ça modélise d'autres phénomènes. Si le phénomène est gaussien, l'avantage du résultat qu'on a là, c'est que la loi normale est définie avec son espérance et sa variance, qui en général les deux premiers moments. Donc vous avez les moments empiriques qui existent, qu'on peut voir sur la partie statistique descriptive, et vous avez les moments sur les variables aléatoires, donc c'est l'analogue dans le monde aléatoire. Donc là, vous avez le moment d'ordre 1, c'est l'espérance, et le moment centré d'ordre 2, c'est la variance. Une fois qu'on connaît les deux premiers moments, c'est terminé, je connais ma loi.
Et comme on a une combinaison linéaire de lois normales, puisque xi suit la loi de la population, qui est une loi normale, ben on sait qu'on a une loi normale. Donc reste à calculer l'espérance et la variance de xn bar, mais ça a été fait au préalable, on les a. Donc on connaît parfaitement la loi de la moyenne sur un échantillon de taille n. Alors pour les calculs, pour les applications à venir, pour ceux qui les anticipent, on pourra être amené, pour des raisons et même pour des tests statistiques, à s'intéresser à des nombres d'écart types. Donc on va changer d'espace, le travail dans l'espace des x, qui serait ici l'espace des moyennes, hein, par rapport à notre étude. Si c'est la variable sur les tailles, ben, vous serez en centimètres, si vous avez pris les tailles en centimètres. Si vous avez pris les superficies des appartements, votre unité de mesure, ça sera des mètres carrés, par exemple. Et on va changer d'espace, et on va s'abstraire, on va enlever le problème, si jamais c'en est un, mais des unités, et donc on va s'affranchir de l'échelle des données. Donc c'est ce qu'on appelle la normalisation, la standardisation, l'homogénéisation. Donc on va réduire la réduction, on va réduire notre variable aléatoire. Donc nous on s'intéresse à la moyenne xn bar, donc on va retrancher son espérance, qui est mu, et on va diviser par son écart type. On a vu déjà ici que l'écart type de xn bar, c'était sigma sur racine de n. Donc vous pouvez l'écrire comme le racine carrée de sigma 2 sur n, ou directement sigma sur racine de n. Alors il y a une autre façon qu'on peut rajouter ici, en tout cas je vous le mentionne à l'oral. Le racine de n apparaît au dénominateur du dénominateur. Donc on aurait pu faire basculer le racine de n au numérateur, comme j'ai fait ici. Donc 1 sur racine de n, c'est racine de n. Alors qu'est-ce qui se passe en pratique si vous avez des valeurs, évidemment, numériques, donc des réalisations, puisqu'on peut considérer que les valeurs qu'on observe en pratique sont des réalisations, et que vous allez centrer la moyenne que vous avez calculée sur votre échantillon, mais il faut retrancher l'espérance de x bar, de xn bar, et diviser par l'écart type de xn bar. Donc l'espérance c'est mu, et l'écart type c'est sigma sur racine de n. Et si on applique ce que je vous ai dit avant sur le 1 sur racine de n, on a cette formulation-là. Donc la variable centrée réduite habituelle fois la taille de l'échantillon. Si vous voulez passer dans l'autre espace, c'est-à-dire que vous avez la valeur de z et vous les remontez à xn bar, multipliez z, qui est la quantité d'écart type, par la valeur de l'écart type de votre variable aléatoire xn bar, et vous rajoutez l'espérance de votre variable aléatoire. Donc ça fera donc z fois sigma sur racine de n plus mu. Voilà le résultat dans le cas gaussien. Donc à partir de là, on peut construire évidemment des intervalles de fluctuation dans le cas gaussien. Et ces intervalles seront aussi calculables dans le cas du théorème central limite, mais pour des valeurs de n, évidemment, importantes, plus grandes que 30 ou autres, en fonction de ce qu'on vous a dit ou de ce que vous avez retenu de ce que je vous ai montré sur d'autres vidéos. Donc, il y aura une vidéo dédiée à la partie intervalle de fluctuation, donc, sur xn bar. Je reviendrai là-dessus dans une autre présentation. Donc, je vous rappelle le résultat. Le premier résultat, c'est que si la population est gaussienne, quel que soit n, donc ça marche même quand n est égal à 1, ce que vous avez peut-être fait certains déjà avec les tailles, sur le cas qui est proposé dans une autre vidéo, et dans ce cas-là, on a le résultat théorique suivant, ce qui évidemment justifie ce que certains ont déjà pu observer sur des cas qui étaient à faire, ou qui sont déjà présentés sous forme de vidéo. Donc si on n'a pas un cas gaussien, que se passe-t-il? Vous avez la réponse avec le théorème central limite. Donc enfin c'est TCL, théorème de la limite centrale ou la limite centrée. On sait que la somme de variables aléatoires, qui est une variable aléatoire, peut être approximée asymptotiquement par une loi normale d'espérance n fois mu, où mu serait l'espérance de xi, et n fois sigma 2, où sigma 2 est l'espérance de xi. Si vous divisez par n, d'après les résultats qu'on a même mentionnés dans cette vidéo, et l'espérance étant linéaire, quand vous divisez l'espérance par n, n mu divisé par n, ça fait mu. Donc xn bar aura pour espérance mu,
Et le n sigma 2, la variance étant quadratique, quand vous allez diviser par n, le n sigma 2 sera divisé par n carré. Et donc, on va récupérer le sigma 2 sur n. Donc, les résultats que vous avez vus au préalable pour tout n quand la population était gaussienne s'obtiennent aussi quand n est grand dans le cas non gaussien. Et après, vous pouvez appliquer, évidemment, de la même manière, les résultats et les calculs gaussiens quand n est grand dans tous les cas. Donc, ça marche évidemment pour un dé à 6 faces, ça marche pour tout ce qui est binaire, ça marche pour les superficies des appartements, ça marche pour des rendements, ça marche pour à peu près tout, pour pas dire tout, puisque quand n augmente et que vous faites des moyennes, ça sera automatiquement gaussien au final. Voilà pour cette présentation un petit peu théorique.